Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e Radioscope. Ouais, 5e Radioscope, déjà 5e, le temps passe vite, les semaines s'égrènent tranquillement et bientôt on sera déjà rendu à la mi-session. Un radioscope aussi, écoutez, je suis bien heureux parce que j'ai battu des records d'audition la semaine passée puisqu'on a atteint 199 auditions de la dernière capsule. Je suis très très heureux et j'imagine que c'est vous qui les écoutiez plusieurs fois. Alors, donc cette semaine, on va parler des acteurs. Pour ceux qui ont consulté déjà la capsule multimédia à propos des acteurs, qui ont fait les lectures sur les acteurs, vous avez vu d'abord qu'il y a certains critères pour reconnaître qui sont des acteurs dans un processus de politique publique et dans un des forums dans lequel je suis intervenu cette semaine, j'expliquais que parfois oui on peut voir que dans une telle situation tel ou tel groupe ou telle ou telle personne devrait normalement être un acteur, mais si le groupe ou la personne en question ne sont pas directement observables dans le processus qu'on analyse, on ne peut pas les considérer comme étant des acteurs. Alors, je vais faire cette petite précision-là. Je donne un exemple. Donc, vous analysez le cas d'une politique qui est définie et donc, plus précisément, vous intéressez à un enjeu, disons, reprenons l'enjeu d'ailleurs qui est soumis sur le site web là, sur la question de l'amiante à Tech for Minds. Certains disaient les fonctionnaires du ministère, machin. Oui, les fonctionnaires peuvent être théoriquement des acteurs, mais ici, il n'y a rien qui nous permette de dire qu'ils sont des acteurs parce que on ne peut pas observer une action de leur part, on ne peut pas observer une contribution de leur part. Donc, on ne peut pas les considérer réellement comme des acteurs. Donc, petite mise en garde, les acteurs sont ceux qu'on peut observer directement. Une autre mise en garde aussi, on parle souvent j'entends souvent les étudiants dire oui, mais bon, ultimement, c'est pas le directeur, mais bien le ministre qui devrait être l'acteur, puisque c'est le ministre qui ultimement est responsable etc. Alors, en politique publique, on a aussi un principe qui dit l'acteur c'est l'action la plus près du processus qu'on va considérer. Et donc, si le ministre n'agit pas réellement, ou c'est-à-dire que son action n'est pas visible dans le processus qu'on analyse, mais c'est vraiment l'action d'un fonctionnaire, d'un directeur, d'un député, de n'importe quel autre acteur qui travaille pour le ministre qui agit. Alors ce sont eux qu'on considère comme des acteurs et non pas le ministre parce qu'ultimement il a la responsabilité d'eux, parce que sinon les seuls acteurs publics qu'on identifierait jamais au Canada, ce seraient les ministres et les autres, c'est comme s'ils n'avaient aucune importance. Donc voilà, deux petites mises en garde dans la reconnaissance des acteurs dans un processus de politique publique. Et donc, qui font ensuite, je dirais, aux critères là, qu'on élabore dans les capsules et dans les lectures, à savoir, c'est sûr qu'un acteur doit faire preuve d'une intention, parce que c'est pas parce qu'on nomme un groupe qu'on voit un groupe dans un processus qu'il est nécessairement acteur. C'est pas d'intention, c'est pas d'action observable. Non, l'acteur, la personne ou le groupe n'est pas nécessairement un acteur. Il faut qu'il soit également capable d'action stratégique, qui contribue au processus politique et qui va générer un impact à la suite de sa contribution. Donc, si ces éléments-là ne sont pas réunis, ça peut difficilement être un acteur. Bon, encore, il faut voir, comme vous êtes des analystes, comme je dis souvent, il faut utiliser son jugement. Faut pas appliquer ces critères-là de façon mutuellement exclusive, dans le sens où si un critère n'est pas appliqué, alors là, à ce moment-là, tout de suite, la personne est exclue. C'est pas un formulaire de demande d'assurance d'emploi. Ici, là, il faut répondre à l'ensemble des critères. Donc, les critères sont là comme guide pour l'analyste, pour l'aider à déterminer qui est un acteur, de qui ne l'est pas.
Tout comme d'ailleurs, dans la capsule, on vous propose 5 groupes d'acteurs, à savoir les élus, les fonctionnaires, les groupes d'intérêt, les organisations de recherche, dis-je, et les médias. Ah bon, ces groupes-là, encore une fois, il s'agit de catégories un peu arbitraires, mais qui vous aident surtout à identifier des acteurs. Vous aident surtout à mieux comprendre qui sont des acteurs. Mais dans les faits, lorsque vous faites votre analyse, ben, il ne faut pas nécessairement toujours trouver des fonctionnaires, toujours des élus, toujours des groupes d'intérêt, etc. L'idée, c'est de vous aider à comprendre qui sont les acteurs. Je pense que ce qui peut être le plus utile pour vous, c'est de voir comment les acteurs agissent. Alors ça, c'est utile. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit que les acteurs ont justement des moyens particuliers pour agir dans un processus de politique publique et des moyens qui privilégient ce qu'on appelle souvent un répertoire d'action. Et donc, c'est ce répertoire d'action-là qui va donner une espèce de personnalité, soit à un groupe ou encore à un réseau d'acteurs. Par exemple, on peut très bien penser à Greenpeace avec toutes les actions d'éclat qu'ils vont porter. Ben, c'est très certainement pas le type d'action qu'on retrouverait, par exemple, dans un organisme comme le Conseil du patronat. Donc, chaque groupe a sa façon d'agir, chaque groupe a des modes d'action privilégiés qui leur permettent d'avoir un impact dans un processus de politique publique. On voyait aussi deux types de réseaux, les réseaux corporatistes, les réseaux pluralistes. Je reviens là-dessus dans quelques minutes avec une question, donc je passe rapidement. Et enfin, on parle de l'organisation des acteurs. Alors ça ici, je m'y attarde un peu au niveau de l'organisation des acteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, la mise en œuvre la formulation et la mise en œuvre d'une politique publique, c'est un rapport entre des groupes citoyens et des acteurs publics. Chez ces acteurs publics-là, on retrouvera qui? On retrouvera des acteurs politiques, donc ce que Arlette et Ramesh appellent les élus. On trouvera aussi des acteurs administratifs, ou des fonctionnaires, mais parfois ça peut être aussi des acteurs administratifs qui sont en dehors de la fonction publique. On pense à des agences, on pense à des sociétés d'État. Donc, c'est pas nécessairement des fonctionnaires, mais ça demeure des acteurs administratifs. Ce ne sont pas des acteurs politiques, mais ça demeure des acteurs publics, donc acteurs administratifs. Donc, les acteurs publics sont en relation avec les groupes de citoyens de deux façons. Les citoyens vont avoir tendance ou vont chercher à vouloir médiatiser les enjeux qui les préoccupent, les problématiques qui les concernent, vers les acteurs publics, pour que ceux-ci qui ont la légitimité d'agir sur la société puissent intervenir vers les groupes de citoyens pour régler le problème, pour s'attaquer à l'enjeu, donc pour passer d'une situation indésirable à une situation désirable. Et donc, la médiation qui va se faire entre, d'abord, d'un côté, la montée des enjeux des groupes de citoyens vers les acteurs publics, va se faire par des groupes d'intérêt, des lobbyistes et tout ça, des mouvements sociaux, des organismes de recherche, les médias, tous ces acteurs-là vont contribuer à médiatiser, à faire monter l'enjeu public vers les acteurs publics, de l'enjeu social vers les acteurs publics. Et d'un autre côté, on retrouvera aussi d'autres groupes, comme des organismes communautaires, des organismes sans but lucratif, des organismes privés, des groupes d'intérêt aussi, qui vont chercher à devenir des partenaires des acteurs publics pour mettre en œuvre les interventions publiques. Donc, un exemple fort simple de cette idée-là de partenaires dans l'intervention, on peut penser au programme de CPE. Alors, les CPE, c'est un programme du gouvernement provincial qui relève du ministère de la Famille, mais ce n'est pas le ministère de la Famille lui-même qui gère les CPE, ni qui gère les services de garde en milieu familial. Donc, ce que le ministère fait, c'est qu'il a des groupes partenaires, à savoir les CPE, qui sont des organismes sans but lucratif, qui, eux, mettent en œuvre au nom du gouvernement, au nom du ministère, le programme de CPE. Et donc, ils vont offrir des services de garde en installation et certains CPE sont aussi les administrateurs d'un bureau coordonnateur qui, dans le fond, vient administrer toute la gestion des services de garde en milieu familial.
Donc ici, on a vraiment on comprend bien cette idée d'une action publique dont l'intervention est portée avec des partenaires vers les groupes de citoyens. Donc ça, c'est important de comprendre et vous avez ça là, dans la capsule multimédia là, à la fin. Ça s'appelle l'organisation des acteurs. Donc maintenant, si je regarde du côté des questions qui m'ont été posées cette semaine, alors d'intéressantes questions, je devrais dire tout de suite. On me demande, si on peut expliquer ce qu'on entend par contraindre les transmissions des ressources à l'extérieur du réseau. Parce qu'on dit, les réseaux d'acteurs visent la transmission de ressources à travers des liens qu'ils établissent entre les acteurs et les groupes d'acteurs, ou encore ils visent à contraindre la transmission de ces ressources-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par contraindre la transmission des ressources? D'abord, c'est que les acteurs cherchent à maintenir ces ressources-là au sein du réseau pour que les groupes d'acteurs qui s'opposent à eux n'aient pas accès à ces ressources-là, que ce soit monétaire, mais on peut penser aussi à de l'information, parce que ces ressources-là pourraient servir contre eux. On va vouloir aussi, si je cible un peu plus la question de l'information, on va vouloir contrôler l'information qui entre dans le réseau pour qu'on maintienne celle qui vient confirmer l'idéologie dominante et la position des groupes d'acteurs dominants dans ce système politique. Donc, c'est ce qu'on veut dire par contrainte. C'est de pouvoir mettre en place un contrôle sur les ressources qui entrent et qui sortent pour maintenir d'abord un peu la hiérarchie de dominance des groupes au sein même du réseau d'acteurs et surtout maintenir la position ou renforcer la position du groupe d'acteurs ou du réseau d'acteurs par rapport à d'autres réseaux d'acteurs. On me demande après ça, pour revenir, je vous disais, on viendrait sur la question des groupes pluralistes corporatistes. On nous demande si on peut donner un exemple d'un modèle de type de réseau corporatiste au Québec ou au Canada. Ce qu'il faut comprendre déjà en partant, c'est que le modèle corporatiste en fait une description des relations qu'il y a entre les groupes d'acteurs et le gouvernement. On retrouve ça par exemple en Belgique ou dans d'autres États européens où les groupes d'intérêt pour avoir accès au gouvernement, pour pouvoir représenter les intérêts de citoyens ou de d'autres groupes d'acteurs, doivent nécessairement être enregistrés dans un registre particulier et il n'y a que les groupes enregistrés qui peuvent médiatiser, qui peuvent porter au gouvernement les enjeux de différents groupes. Donc, si vous êtes un nouveau groupe d'intérêt, un groupe de citoyens que vous voulez protester envers votre gouvernement, vous devez trouver un des groupes reconnus dans ces registres-là qui acceptera de porter votre cause devant le gouvernement, qui acceptera de médiatiser votre cause devant le gouvernement. Au Québec et au Canada, ce type de corporatisme-là n'existe pas. Comme n'existe pas non plus un pluralisme pur comme on retrouve aux États-Unis, où là, les portes d'accès vers le gouvernement se décuplent et se multiplient à qui mieux mieux. Chaque représentant, chaque sénateur devient en fait une porte d'entrée vers le pouvoir. Au Québec, au contraire, il y a certains éléments, comme au Canada, il y a certaines caractéristiques, je devrais dire, de corporatisme qu'on peut identifier. D'abord, la loi sur le registre des lobbyistes, qui vient donc contrôler l'activité des lobbyistes, des groupes de lobbyistes. Alors, ici, j'insiste pour faire la différence avec les groupes d'intérêt, ce sont pas tout à fait la même chose. Des lobbyistes, ce sont vraiment des firmes spécialisées qui sont payées par des industries, qui sont payées par des personnes morales particulières pour représenter des intérêts. C'est pas la même chose qu'un groupe d'intérêt qui, lui, est porteur de ses propres intérêts, non pas de ceux des autres. Donc, c'est un peu... ils sont pas payés pour faire la représentation des intérêts de d'autres groupes ou de d'autres personnes morales, de d'autres compagnies, etc. Donc, les activités de lobbying au Canada, ils sont contrôlés. Il y a un registre et si des compagnies, des personnes morales veulent faire affaire avec des lobbyistes pour tenter d'influencer le gouvernement,
eh bien, il doit faire affaire avec des firmes qui sont reconnues dans le registre. Et les activités sont aussi cataloguées, elles sont renseignées, donc ces renseignements-là sont ouverts au public. Ça fait partie des informations accessibles au public. Tout comme les députés, les ministres qui rencontreront ces firmes-là, doivent déclarer leur rencontre dans le registre et l'information devient publique. Donc, on a un certain contrôle ici, mais évidemment, ce n'est pas l'ensemble des activités de représentation des acteurs sociaux qui sont rendus publics ou qui sont documentés. Un autre élément qui, celui-là, relève plus en fait des caractéristiques très particulières du parlementarisme canadien et québécois, c'est le fait que notre régime parlementaire concentre beaucoup les pouvoirs exécutifs et législatifs aux mains du premier ministre. Et donc, ce faisant, ça vient beaucoup limiter, je dirais, l'utilité pour les groupes d'intérêt ou même les lobbyistes d'influencer, par exemple, des députés, particulièrement des députés d'arrière-ban ou même les ministres. Bon, les ministres les plus importants seront très certainement soumis à une grande influence de la part des lobbyistes et des groupes d'intérêt. Mais bon, comme on sait très bien qu'il y a une ligne de parti à respecter lors d'un vote en chambre, pour un groupe d'intérêt et pour une firme de lobbying, il y a peu d'intérêt à chercher de tenter d'influencer un député d'arrière-ban parce que de toute façon, celui-ci n'a pas une grande influence au sein du caucus, surtout pas d'influence au sein du Conseil des ministres, là où la plupart des décisions importantes vont se prendre. Alors au contraire, les groupes vont plutôt chercher à influencer les têtes dirigeantes du gouvernement, les ministres les plus influents, le premier ministre, la première ministre au Québec, et aussi les têtes dirigeantes du parti au pouvoir, parce que le parti a probablement plus d'influence sur le premier ministre que les députés d'arrière-ban peuvent en avoir. Donc, il n'y a pas un vrai corporatisme au Québec, mais on sent qu'il y a certains éléments qui créent un peu un régime hybride entre un pluralisme et un corporatisme. Ensuite, on me demande, au niveau des études de gestion de projet, on parle souvent de la notion de partie prenante ou en anglais, on parle de stakeholders, qui sont considérés comme des acteurs car ils ont un impact sur leur projet, qui peuvent avoir des répercussions sur les actions futures, etc. Et là, on me demande si on pourrait expliquer pourquoi la littérature en politique publique n'inclut pas la catégorie de stakeholders ou de parties prenantes dans sa définition des acteurs. Bon. Ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que cette idée ou le concept, lui, même si le terme n'est pas retenu, il est présent implicitement. En politique publique, on a une approche peut-être qu'on pourrait catégoriser de plus sociologique, et les auteurs vont reconnaître que le public peut former différents groupes. Alors quand on parle de groupes d'intérêt, on a l'idée, ou quand on parle de partenaires dans la mise en œuvre, l'idée de partie prenante, elle est présente. Elle n'est peut-être pas nommée ainsi, mais elle est très présente. Donc, même si le terme n'est pas là, la logique, elle, est reconnue implicitement et on peut affirmer que, oui, on en parle de cette idée de partie prenante, mais vous verrez que dans certains textes, surtout dans les textes canadiens, vous trouverez à un moment donné ou à un autre l'utilisation du terme stakeholders. Parce que je l'ai rarement vu en français, mais on peut le voir, mais je l'ai vu en anglais. Donc, normalement, en approfondissant vos lectures, vous retrouverez certainement l'utilisation de ce terme-là. Mais il faut garder en tête que c'est pas parce qu'on les nomme pas précisément ainsi que la logique, elle, n'est pas présente. Enfin, avant de terminer la capsule, une petite question qui n'est pas liée directement à la question d'acteur, mais que je trouvais tout de même intéressante, et plutôt que d'y répondre par courriel, j'ai décidé de l'inclure dans cette capsule-là, un peu comme en guise de conclusion. Puis là, on me demande, est-ce que c'est possible que certaines politiques publiques soient décidées sous la confidentialité, cachées du public pour, diverses raisons? Effectivement, l'idée qu'on donne dans le cours de politique publique, dans
lorsque vous lisez les textes sur les acteurs, on a l'idée d'un développement très transparent auquel tous les acteurs publics participent, que ce soit les acteurs publics, des acteurs sociaux participent. Euh, et là, on peut effectivement se demander, ben, est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Si oui, bon, en fait, non. Euh, Parce que, bon, les politiques publiques que vous trouverez sous la forme de documents, qui sont de plus en plus nombreuses, elles auront habituellement fait l'objet de consultations publiques, sous une forme ou sous une autre, mais elles auront fait l'objet de consultations publiques. Ce qui sera retenu de ces consultations-là, ce qui sera utilisé, ça c'est un autre débat, mais elles auront fait l'objet d'un débat public, d'une discussion dans un espace public quelconque. Mais vous vous souviendrez qu'au début de la session, je disais qu'il y a des politiques qui sont écrites et qu'il y a des politiques qui sont non écrites, qui ne sont pas publiées sous la forme d'un document, mais qui pourtant existent. Alors, ces politiques-là peuvent en effet être, comment dire, euh, non pas développées en secret, mais développées de façon plus privée. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement se fixe des objectifs, reconnaît un problème, se fixe des objectifs, se fixe des lignes de conduite, mais sans tenir un débat public autour de ça, sans faire de grandes annonces. Alors, pourquoi le gouvernement agirait ainsi? D'abord parce que, ou encore, excusez-moi, je vais juste rajouter, donc je pense aussi que cette idée aussi que la mise en œuvre peut être très discrète, donc on le verra pas. Mais bon, pourquoi le gouvernement agirait ainsi? D'abord, pour éviter un sujet qui est trop controversé et un débat que le gouvernement ne veut pas avoir publiquement. Surtout parce que probablement il en contrôlerait mal les paramètres. Ensuite, la nature du problème peut être très technique et donc il n'y a pas de raison de tenir un débat public sur la question. Et donc à ce moment-là, c'est pas tellement par malversation pour cacher des choses que le gouvernement agirait comme ça, mais c'est parce que il n'y a pas d'utilité à déterminer à formuler une politique de façon au sein d'un débat public, parce que la nature est vraiment très technique. Et en fait, ça peut être pour des raisons de sécurité nationale. Alors, on peut mieux comprendre, mieux voir. Là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la façon dont la politique aura été formulée, que ce soit dans le secret le plus absolu ou quoi que ce soit, cette politique-là aura toujours des éléments de mise en œuvre. Et ces éléments de mise en œuvre-là apportent des changements dans la position d'un État, dans l'action d'un État. Et ces positions-là et ces actions-là, elles sont visibles. Et donc, même si les politiques n'ont pas fait l'objet d'un débat public, n'ont pas fait l'objet, je dirais, d'une relation entre le gouvernement et le public dans sa formulation, dans sa mise en œuvre, il reste qu'il y aura des éléments qui permettent de reconnaître l'existence de cette politique-là. Donc, ce ne sera jamais entièrement secret. On va pouvoir revoir et reconstruire la logique de cette politique-là. Je reviens un peu sur l'exemple que je donnais, c'est la semaine dernière, je crois, dans le dernier Radioscope. La politique étrangère du Canada, on est vraiment dans cette logique-là. Oui, il y a eu, sous le gouvernement chrétien, un livre blanc, je crois, ou un livre rouge, je ne me rappelle plus de la couleur du livre, sur la politique étrangère. Mais depuis, le gouvernement conservateur a passablement bien modifié la politique étrangère du Canada sans tenir un débat public autour de la formulation de cette nouvelle politique étrangère-là. Par contre, elle est très observable, ne serait-ce que par la position que le gouvernement adopte vis-à-vis le financement de l'aide internationale. Que ce soit dans les déclarations du gouvernement fédéral sur son soutien à Israël et son implication dans le conflit israélo-palestinien. Ces changements-là nous mènent à clairement voir un changement dans la politique étrangère du Canada. Même la politique de l'environnement canadienne a été modifiée. Le refus de ratifier, d'abord de mettre en œuvre et d'atteindre les objectifs du protocole de Kyoto, de ratifier un nouveau protocole. Tous ces éléments-là démontrent bien, puisque de toute façon ils sont soutenus par un grand nombre de discours, démontrent bien un changement dans les politiques du gouvernement. Et ces politiques-là n'ont jamais fait l'objet, ces changements-là de politique, devrais-je dire, n'ont jamais fait l'objet de débats publics.
Ce sont des annonces qui démontrent ces changements-là, ce sont les actions qui découlent de ce changement de politique-là qui en démontrent l'existence. Mais le débat, lui, n'a jamais été tenu. Alors j'espère que ça répond bien à cette question-là. Et j'imagine bien qu'il y aura peut-être aussi dans les forums, donc cette dernière question-là soulèvera peut-être d'autres interrogations dans les forums, ça me fera plaisir d'y répondre. En attendant, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et une bonne écoute des prochains radioscopes. Alors voilà, bonne semaine, au revoir.